Aujourd'hui, on a le plaisir de vous retrouver pour cette rencontre plastique circulé, il n'y a rien à jeter. L'objectif, c'est bien de parler de réutilisation, recyclage, innovation et de pouvoir partager à la fois des expériences d'entreprise, mais aussi vous faire connaître les dispositifs qui existent pour vous accompagner. Et donc, il en existe un certain nombre. Certains sont plus portés par le Grand Est, d'autres plus portés par les services de l'État et bien sûr l'ADEME. Et donc, l'idée, c'est d'avoir cette vision un peu globale de l'ensemble des éléments qui sont à votre disposition et surtout partager quelques expériences. Donc, ce qu'on va vous proposer, comme pour chaque rencontre de ce type, ça va être de pouvoir effectivement vous rappeler que le webinaire est enregistré, puisque l'objectif de ce webinaire est bel et bien de pouvoir ensuite partager les dispositifs et les exemples. On vous demandera de couper vos micros parce qu'effectivement, très vite, tout le monde entend tout ce qui se passe voilà, au sein de vos bureaux. Pour les questions, on va vous demander plutôt de procéder par le chat. Et puis, on aura deux modalités de réponse. La première, ce sera une réponse après chacune des séquences. Vous allez voir, je vais vous les présenter. Il y aura 3 séquences distinctes. Et dans la foulée, vous aurez après ces séquences les réponses aux questions, mais pour certaines questions peut-être plus générales, voire même des cas plus particuliers. Donc, il y aura soit une foire aux questions qui vous sera envoyée, soit on pourra reprendre directement contact avec vous pour répondre à chacune des questions quand il s'agit de cas très spécifiques pour vos entreprises. Donc, je ne me suis pas présentée, donc je vais le faire maintenant. Je suis Aurélia Leroux, je suis déléguée régionale de Polivia Grand Est. Vous connaissiez Alizé Plasturgie. Donc, Alizé Plasturgie représentait les entreprises de l'Est de la France. Aujourd'hui, la Fédération de la Plasturgie a souhaité regrouper l'ensemble de ces territoires à travers une seule entité qui s'appelle Polivia et qui est présente sur chacune des régions françaises. Et donc, vous retrouvez en fait les équipes que vous connaissiez déjà, qui n'ont pas changé. Donc, on est toujours là à votre service. Donc, en ce qui concerne la rencontre d'aujourd'hui, donc on va effectivement avoir 3 temps, comme je vous l'expliquais. Le premier sera sur l'efficacité matière, où on commencera par le témoignage de Richard Baudouin de Réau sur la réintégration de chute de production. Gaël Erard de la région Grand Est fera une focale sur l'expertise en matière d'efficacité. En matière d'efficacité matière, pardon, je suis désolée. Ensuite, on passera à la réintégration des matières plastiques recyclées. Donc là, on aura à la fois une approche territoriale qui sera présentée par Laurent Villemain de l'entreprise Replace. Benoît Deveau de l'ADEME parlera des dispositifs qui existent. Et Marion Chislin de Polivia parlera de 2 axes qui sont développés par la branche. Il y a à la fois MORE et Clean Sweep. On passera après à la 3e partie sur la sobriété des plastiques et vraiment cet axe éco-conception avec la démarche qui a été menée par Sulo qui sera présentée par Lionel Mathieu et on reparlera du dispositif ADEME qui est dédié à l'éco-conception et ce sera Laurent Poulain. Donc je vais passer la parole à Héloïse Hannequin et Christophe Reif. Donc ça va être Christophe déjà qui va introduire cette partie d'introduction. Christophe? Je crois que Christophe a un petit problème de connexion.
On va peut-être passer à Héloïse. On laissera la parole à Christophe juste après. Hein, on va réajuster. Oui, pas de souci. Ah bah, quand Christophe arrive à se connecter ou avoir du son, il reprend la parole, pas de problème. Bonjour à tous, c'est Héloïse Hannequin, région Grand Est, donc je suis en charge du pôle économie circulaire pour la région. Je vais faire une courte introduction avant de laisser la parole à nos collègues et aux entreprises qui vont pouvoir témoigner. Juste vous dire que la filière plastique, c'est une filière prioritaire pour nous, région, au regard des enjeux de l'économie circulaire. Donc, ce webinaire est particulièrement important pour nous. Quelques chiffres qui nous paraissent essentiels pour fixer les idées. En France, on transforme 5 millions de tonnes de plastique et 3,6 millions de tonnes, donc un peu plus de 2 tiers, terminent en déchets. Donc ça, c'est quand même des masses qui sont importantes. Et sur ces 3,6 millions de tonnes, on en a encore un peu plus d'1 million qui finissent en enfouissement. Donc je pense qu'effectivement, en matière de valorisation, on a peut-être encore un petit peu d'effort à faire. Et l'idée justement de ce groupe de travail, de cette communauté de travail autour du plastique, c'est bien d'accompagner cette transition. Slide suivant, s'il vous plaît, merci. La réglementation, je suis sûre que vous la connaissez mieux que moi, mais quelques rappels pour dire qu'elle s'est quand même sacrément durcie là, sur les dernières années, que ce soit au niveau réglementation européenne ou réglementation française. L'interdiction des plastiques à usage unique que vous connaissez, la taxe sur les plastiques non recyclés donc, au niveau de l'Union européenne, et puis plus récemment, en législation française, la loi AGEC, qui laisse une part très importante sur le plastique. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que depuis juillet 2019, la région et ses partenaires ont réuni l'ensemble des acteurs autour de la chaîne de valeur du plastique, donc à la fois les acteurs de la filière au niveau des recycleurs, des régénérateurs et des transformateurs, également des experts que sont Materialia et Valorplast, le tout pour mettre en place un plan d'action concret pour atteindre les objectifs qui sont ambitieux de cette filière. Slide suivant, merci. On vous a mis ici le plan d'action qui a été réalisé par l'ensemble de ces acteurs. Je ne vais pas le détailler, mais juste que vous sachiez que pour chacune de ces étapes, il y a des actions concrètes qui ont été mises en œuvre et pour la plupart, il y a des dispositifs de financement qui existent. Donc Aurélie en a parlé en introduction sur la partie tri-régénération, MPR ou CSR et même sur la partie prévention, on a des dispositifs régionaux qui existent et l'objectif principal de ce webinaire, c'est bien de vous les présenter. Christophe, est-ce que tu nous as rejoints? Est-ce qu'on l'entend? J'ai pas l'impression. Normalement, Christophe est là, mais je ne sais pas s'il nous entend. Je vous entends. Vous m'entendez? Oui. Ah, super. Il y a un peu de latence. C'est bon, on vous voit, vous pouvez y aller. Ça marche, ok. Est-ce que tu avais fini, Héloïse? Parce que j'aurais surtout pas voulu te couper la parole pendant ton exposé. Je viens juste de finir, c'est parfait. Par contre, il y a de l'écho, il y a un petit écho, Christophe, quand tu parles. Ah oui, alors là, du coup... J'ai l'impression qu'il y a un petit conflit entre deux micros. C'est supportable ou pas? Il y a encore un petit écho, mais on va faire avec, t'inquiète pas. Ah, mais il y en a qui n'ont pas d'écho. Moi, pas de souci. C'est que moi, parfait. Oui, Eh ben, tant mieux pas si c'est que moi. Vas-y, je t'en prie. Ça vous va comme ça? Oui, oui, allez-y. D'accord, ça marche. Alors, du coup, pardon pour ce petit problème technique. Oui, quand toute l'équipe du groupe plastique, justement, qui était présentée là par Héloïse, a voulu piloter et lancer un webinaire sur les plastiques, on s'est très vite lié avec Polivia, qui avait cette même volonté, d'où en fait ce webinaire qu'on vous propose aujourd'hui et qui est pour objectif effectivement de vous présenter toutes les opportunités en termes de
financement et d'accompagnement qu'il peut y avoir autour de l'évolution de toute la plasturgie sur la France. Le plan de relance représente 90% des financements qu'on va pouvoir verser sur le sujet pendant les 2 prochaines années. Alors, je dis 90% et pas 100%, mais parce qu'on travaillait déjà sur les plastiques. Dans le cadre du programme Climaction avec les régions, on avait déjà des dispositifs pour accompagner les collectivités, les entreprises sur ce sujet. Mais voilà, le plan de relance met un vrai coup de boost et on a saisi cette opportunité avec la région pour intégrer ça au plus proche du territoire, packager le produit et offrir une offre la plus territorialisée possible dans le cadre du programme Climaction. Voilà, on a vraiment voulu se caler pour que vous ayez toujours cette notion de guichet unique avec un renfort en termes de financement en lien avec le plan de relance. Alors, c'est effectivement pour nous à l'ADEME le sujet des plastiques un très, très gros morceau. On a notamment, par exemple, sur le seul appel à projet hors plast que vous connaissez, un budget sur les 2 ans de 140 millions d'euros, ce qui est absolument très conséquent. On se demande même si on arrivera à consommer un tel budget. Donc, c'est des budgets qui ne sont pas en plus régionalisés. Donc, c'est les premiers qui déposent les dossiers qui auront. Donc, il ne faut pas hésiter. Notre gros objectif pour nous, c'est de remonter un maximum d'opportunités du Grand Est sur ce dispositif. Mais voilà, en tout cas, il y a déjà un point rassurant. Budgétairement, on a largement les moyens de nos ambitions. Ce plan de relance couvrira, vous le verrez, différents sujets de toute cette chaîne de valeur des plastiques. Ça couvre de la substitution, de la réutilisation, du retrait de certains plastiques, en passant par l'éco-conception. Il n'y a plus d'aide, par contre, effectivement, à la vente de MPR, de matières premières recyclées. Par contre, on y retrouve un dispositif hors plast boosté qui va être réouvert et étendu au-delà des seuls TPE, PME aux grands groupes. On a des dispositifs très larges, très souples pour tout ce qui est substitution, réutilisation, consigne autour d'emballages plastiques. Et la petite nouveauté qu'il y a aujourd'hui, c'est qu'on a un dispositif qui aujourd'hui est complémentaire avec une offre de financement sous forme de prêt bancaire à taux bonifié et garanti qui est proposée par la BPI. À partir du moment où vous disposez d'un accompagnement soit pour une étude, soit pour des travaux de l'ADEME ou de la région dans le cadre du programme Climaction, vous pouvez bénéficier un prêt vert, ce qu'on appelle le prêt vert ADEME. Il faut juste être entre guillemets une TPE-PME pour bénéficier de ce prêt vert. Et au-delà, la BPI propose un dispositif complémentaire de financement qui est le prêt vert 4 pour les ETI et les grands groupes. Donc, il y a un doublé à faire sur vos projets, subventions et facilité de financement par prêt offert pour la BPI. Alors, juste quelques éléments complémentaires qui peuvent être intéressants pour vous. On a aujourd'hui une équipe au Grand Est qui s'étoffe. On a aujourd'hui avec nous Madame Ruppel qui vient d'arriver justement dans le cadre du plan de relance pour nous accompagner et nous aider à financer et à instruire vos dossiers parce qu'on a bon espoir qu'on soit une région dans le top 3 comme on a l'habitude d'en être. Et puis, enfin, on continuera, nous, toujours de collaborer à ce groupe plastique qui, jusqu'à aujourd'hui, a donné énormément de satisfaction et permet de développer des projets et des partenariats qu'on a aujourd'hui avec Polivia. Notre volonté aujourd'hui est d'augmenter clairement l'animation autour de la filière plastique. Merci beaucoup pour votre intervention, Christophe. On vous propose maintenant de pouvoir continuer avec des présentations, enfin une première présentation d'entreprise. Donc, je vais passer la parole à Richard Baudouin d'abord pour qu'il se présente avant qu'on puisse rentrer dans le fond de sa présentation. Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous m'entendez. On vous entend très bien. Ah, magnifique. Bon, ben c'est parfait. Effectivement, donc je suis Richard Baudouin, je travaille chez Réo depuis 2015
et je suis acheteur stratégique matières recyclées. Et également, j'ai des fonctions de responsable développement durable pour la France et financement public. Donc effectivement, ces trois, j'ai envie de dire, piliers sont enfin, le fondement, on va dire, des actions qu'on a pu mener parce qu'elles sont en cohérence les unes avec les autres. Donc on va passer la première slide. Et là, je vais vous inviter à cliquer sur la présentation qui va permettre un peu de voir ce que l'on fait sur Morange. Ça dure 1 minute 50. C'est une vidéo. Alors, c'est Aurélie qui fait la manip, je pense. Ah non, c'est... Okay. Depuis 1948, Réco conçoit des profilés PVC et composites de manière durable. Ils sont utilisés chaque année en France par notre réseau de partenaires pour la fabrication de plus d'1 million de fenêtres, portes et volets. En tant qu'entreprise familiale, le développement durable fait partie de notre ADN. C'est pourquoi nous avons fait de l'éco-responsabilité notre priorité. Avec nos partenaires de la filière, nous récupérons et recyclons chaque année près de 70 000 tonnes de PVC issus de la collecte et du tri des matériaux usagés de nos clients et de vos anciennes fenêtres. Avec un investissement de plus de 65 millions d'euros dans des installations de recyclage, nous réutilisons tous les jours la matière première recyclée grâce au procédé de coextrusion, qui permet de mélanger matière vierge et matière première recyclée. Notre savoir-faire et notre expérience nous permettent à travers ce procédé de produire un profilé en PVC ou composite en blanc ou en couleur avec la même qualité et répondant aux certifications les plus rigoureuses en France comme la marque NF. Ainsi, le nouveau label Réo EcoPulse garantit des profilés contenant au minimum 40% de matière recyclée, tout aussi performants, durables et 100% recyclables. C'est grâce à ce partenariat d'économie circulaire que nous réduisons notre impact environnemental dans la production de fenêtres, en évitant chaque année l'émission de 97 000 tonnes de CO2 dans l'atmosphère, soit l'équivalent de 7,8 millions d'arbres. Nos actions d'aujourd'hui sont celles de demain. Préservons notre planète. Réo. Alors là, il y a juste... Ah voilà, bon bah c'est parfait. Donc voilà un peu pour la présentation. Donc effectivement, donc Réo, un groupe allemand et familial, donc qui rassemble 20 000 personnes à travers le monde, 170 sites sur l'ensemble du monde, effectivement 12 000 salariés en Europe et 3,6 milliards de chiffres d'euros. Donc, on est présent effectivement dans des domaines aussi bien variés que sont le bâtiment, avec tout ce qui est profil et fenêtres, il y a du tube, également l'automobile avec les joints, les conduits d'air, et l'industrie également avec tout ce qui est solutions d'ameublement et les bandes de champ notamment sur les meubles. Donc, la slide suivante, s'il vous plaît. Donc effectivement, là, je suis ici pour témoigner sur les aides financières qui ont pu être apportées par l'ADEME notamment, et justement dans le cadre du projet Hors Place 2016,
où effectivement on était à cette époque-là en plein démarrage de la co-extrusion, donc d'introduire des matières recyclées au cœur des profilés PVC, qui sont ensuite délivrés à nos clients pour réaliser des fenêtres. Et là, on a pu déposer des dossiers, notamment sur des dispositifs d'aide à l'achat matière MPR, donc qui ne sont plus dans cette nouvelle version-là, mais qui nous ont permis effectivement d'être aidés à la hauteur de 7% sur ces matières-là. Et puis également sur toute la partie investissement, sur des acquisitions de matériel qui sont dédiés spécifiquement, excusez-moi, sur le travail de la matière recyclée. En fait, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que ce dispositif-là aide en fait pas sur l'acquisition d'un appareillage en entier, mais effectivement sur sa spécificité à travailler la matière recyclée. Donc là, effectivement, donc on a pu bénéficier de ces aides-là pour effectivement produire nos gammes de profilés qui peuvent contenir de 30 à 75% de matière recyclée et qui sont identifiés chez nous par le logo Réo Ecopulse, qui sont délivrés à nos clients. Donc, dans ce même dispositif, alors nous, on travaille beaucoup avec la région, la CCI, l'ADEME, sur ces dispositifs-là. Et là, le dernier engagement qu'on a pu réaliser, c'est celui de Fret 21. Alors, c'est un dispositif qui est promu par l'ADEME et qui consiste aux transporteurs et aux chargeurs de pouvoir réduire leurs gaz à effet de serre liés au transport, qui est moins connu que les aides qui sont hors place ou des appels à projets divers, mais qui sont intéressants dans la mesure où en fait ils impliquent toute la chaîne de valeur, à savoir aussi également les transporteurs jusqu'à nos clients, pour voir comment on peut, on va dire, économiser ces gaz à effet de serre tout au long de la chaîne de transport. Donc là, effectivement, on a pu déposer récemment un engagement de réduire de 6% nos GES sur une échelle de temps de 3 ans. Et ça, ce qui est intéressant de voir, c'est de pouvoir aussi associer nos partenaires et les transporteurs sur l'identification d'aides qui peuvent être disponibles pour eux, notamment pour changer de type de véhicule et voilà, d'avoir d'autres types d'énergie pour le transport. Donc ça, c'était la partie aide. Et là, on va passer à la slide suivante. Et en fait, de tout ce qui va découler en fait de ces aides-là, c'est aussi de pouvoir mettre en place des chartes d'économie circulaire suite à la production de nos profilés qui contiennent des matières recyclées. Derrière, il faut aussi assurer la boucle de l'économie circulaire et associer nos clients dans la récupération de ces chutes pour les réacheminer via nos fournisseurs recycleurs pour ensuite les reconsommer sur site pour voilà, produire à l'infini. Et on a déposé cette charte, en fait, on l'a proposée en juin 2020. Et aujourd'hui, on est sur une cadence, on va dire, d'adhérents clients, de 4 ou 5 clients par mois. Et sur la dernière slide, effectivement, on va pouvoir effectivement voir un peu l'adhésion de nos clients à cette dynamique qui, sans eux, on ne peut pas faire d'économie circulaire ni de développement durable et qui nous permettent d'aller toujours plus loin dans cette optique-là. Donc, pour revenir un peu aux aides, effectivement, moi, on a un parcours depuis 2015 ensemble avec l'ADEME et la région et la CCI, où c'est un échange permanent sur les dispositifs qui existent et nos futurs projets. Donc ça, c'est très important pour les sociétés à comprendre ça, effectivement, c'est un lien qu'il faut entretenir de manière régulière, de manière à avoir les dernières versions et pouvoir adapter certains financements en discutant avec ces pouvoirs publics-là pour essayer de caler au mieux ce qui est disponible avec nos besoins en tant qu'industriels. Voilà. Merci beaucoup, Richard, pour cette présentation. Alors, je me permets de rappeler que les questions, ce sera après toute la séquence. Donc, on va en profiter pour passer la parole à Gaëlle. N'oubliez pas, pour les questions, c'est via le chat. On vous fera des réponses aussi un peu regroupées parce qu'on peut avoir parfois beaucoup de questions. Donc, Gaëlle, je t'invite à te présenter avant de réaliser ta présentation.
Merci Aurélia. Donc, je suis Gaëlle Erard. Je suis chargée de projet économie circulaire et déchets à la région Grand Est. Donc, je vais vous parler de l'efficacité matière dans la boucle de l'économie circulaire. Le modèle de production et de consommation qui existe depuis la révolution industrielle repose sur des ressources naturelles abondantes et un schéma linéaire. Donc, les matières premières sont extraites, produites, consommées et elles deviennent ensuite des déchets. Le fondement de la société de consommation trouve aujourd'hui ses limites d'un point de vue environnemental, social et vis-à-vis de l'augmentation de la population mondiale. L'économie circulaire, elle propose une alternative à ce schéma, avec une logique de boucle où on recherche la création de valeurs positives à chaque étape en évitant le gaspillage des ressources et en retardant le plus possible la fin de vie des objets. Pour une économie circulaire, il n'existe pas de parcours unique, mais de multiples possibilités adaptées aux produits, à ses composants et aux besoins des usagers. C'est une approche écosystémique qui permet d'optimiser le potentiel de création de valeur généré par la matière, le travail et l'énergie. Donc sur votre droite, je vous présente la roue de Brézé. La roue de Brézé, elle permet de définir une stratégie d'éco-conception avec des axes d'amélioration du produit. C'est une sorte de checklist pour l'éco-concepteur qui balaye l'ensemble du cycle de vie d'un produit et propose différentes stratégies. Au point 2 et 3, on parle déjà de la réduction de la quantité de matière et de l'optimisation des techniques de production. Cela nous fait immédiatement penser aux chutes, aux non-conformes, aux purges. Cela nous amène à la question de l'efficacité matière. Diapo suivante, Aurélia. Donc, qu'est-ce que l'efficacité matière? Quand on réintègre des chutes, quand on réintègre des non-conformes, des purges ou des carottes d'injection, on parle d'efficacité matière. C'est un peu la première étape dans une démarche environnementale. C'est la plus simple à mettre en œuvre. Les matières concernées sont facilement traçables, elles n'ont pas suivi de modifications notables et elles nécessitent un nombre limité d'étapes avant leur réincorporation. Bien sûr, cela permet de réduire les coûts de la gestion des déchets, ceux qui sont prévus avec l'augmentation de la TGAP et ceux qui vont découler de la mise en place du tri 5 flux. L'efficacité matière permet aussi d'améliorer sa productivité et sa marge. Du coup, on aura moins de matière à acheter et des nouvelles pistes de productivité. C'est en fait une approche de lean manufacturing qui repose sur l'élimination des gaspillages, donc matière et énergie, dans les processus. Le lean manufacturing va augmenter la capacité en réduisant les coûts et les temps de cycle. Diapo suivante, Aurélia. Donc, sur l'efficacité matière, voici le parcours d'accompagnement que les partenaires autour de la table aujourd'hui peuvent vous proposer. Il existe des dispositifs de première approche pour mettre le pied à l'étrier et des dispositifs pour aller plus loin et vous accompagner sur des projets. Donc, vous pourrez trouver en première approche des diagnostics, comme le diagnostic Ecoflux de la BPI, ou encore le diagnostic Industrie du futur, piloté par la région, qui est un diagnostic de performance industrielle à 360 degrés. L'économie circulaire est une dimension transversale du diagnostic Industrie du futur, par exemple au même titre que le numérique. Et à l'issue de ce diagnostic, les entreprises bénéficient d'un accompagnement de la région. On peut encore citer le dispositif tremplin du plan de relance qui permettent de mettre en œuvre des premières actions d'économie circulaire, ou l'axe 1 d'Orplast, qui est aussi intéressant à ce niveau-là, car il permet des essais et des expérimentations. Pour aller plus loin ensuite, pour l'accompagnement des projets vers des démarches plus engageantes, vous pourrez bénéficier de visites matières et déchets avec un référent économie circulaire de la CCI. Vous pourrez vous plonger dans un diagnostic de type MFCA ou être accompagné par les dispositifs Climaction ou Orplast. Et nous allons vous détailler maintenant ces dispositifs.
Donc, pour le dispositif Ecoflux, c'est un dispositif BPI pour les TPE-PME. Il permet d'identifier des pistes d'économie concrètes et mesurables. Donc, il s'agit d'une intervention d'un bureau d'études qui est spécialisé en optimisation de flux, énergie, eau, matière et déchets. Il a un prix très avantageux car il est subventionné à 75% par l'ADEME. Et en plus, il permet de véritables économies, donc un vrai retour sur investissement. Là, vous avez par exemple sur un panel 180 € d'économie par an et par salarié dans 80% des entreprises et jusqu'à 300 € par an d'économie par salarié dans 60% des entreprises. On passe ensuite au dispositif Tremplin. C'est un dispositif du plan de relance, toujours pour les TPE-PME. Il porte sur une liste prédéfinie par l'ADEME d'investissements ou d'études. Par exemple, des bilans de matières entrantes et sortantes de l'entreprise ou, par exemple, des compacteurs mécaniques à balles. Aurélia, moi, je vois la diapositive Ecoflux. Je ne sais pas si vous pouvez revenir sur Tremplin. Voilà. Donc, sur la diapositive du diaporama qui concerne Tremplin, vous verrez les aides maximum dans le tableau et vous aurez également sur le diaporama les liens hypertextes pour les demandes. Aurélien, moi je ne vois plus le diaporama, mais je continue. De toute manière, les participants, vous aurez le diaporama à l'issue de la présentation. En fait, quelqu'un avait repris la main sur le diaporama et du coup, il s'est fermé. Donc, on va recommencer. Pas de souci. Pas de souci. Tu peux continuer, vas-y. Hein. Voilà, donc en attendant, je vous parle de la suite des visites matières et déchets. Les visites matières et déchets sont proposées par la CCI et elles s'adressent à toutes les entreprises. Elles permettent de réduire les factures matières et déchets, d'optimiser l'usage des ressources à chaque étape du cycle de vie des produits. Donc, la valeur de cet accompagnement pour 3 jours de conseil, elle est de 1 950 € hors taxe. Et ce montant est intégralement pris en charge par l'ADEME et la région Grand Est dans le cadre de Climaction. Donc, pour ces visites, vous pouvez contacter directement les référents économie circulaire de la CCI, dont vous trouverez les coordonnées sur ce slide et que vous aurez donc dans le diaporama qui vous sera transmis. Ensuite, en termes de diagnostic, si vous souhaitez vraiment aller au fond des choses, vous pouvez vous plonger dans un diagnostic de type MFCA. Donc là, c'est vraiment une étude très très complète et structurante, mais qui demandera bien sûr un temps d'investissement humain plus important. C'est une étude qui est généralement commandée auprès d'un bureau d'études et elle est subventionnée à 50, 60 ou 70% par l'ADEME en fonction de la taille de l'entreprise. Elle permet d'identifier les coûts de gestion externe, mais aussi la partie immergée de l'iceberg, donc les coûts de production et de gestion interne. Enfin, en termes d'investissement, une fois que les études préalables ont été faites et qu'elles justifient l'impact économique et environnemental du projet, vous pouvez être accompagné par Climaction, qui est le guichet unique de l'ADEME et de la région, ou bien par Orplast, avec la spécificité qu'Orplast 3 est maintenant ouvert au projet d'efficacité matière. Et Orplast 3, Benoît Deveau de l'ADEME vous le présentera encore par la suite dans la présentation. Merci beaucoup Gaëlle pour ton intervention. Alors, normalement, Audrey Mention a dû faire la synthèse de vos questions, qui je pense ont été assez nombreuses. Oui, bonjour. Alors, nous avions 2 questions pour Monsieur Baudouin, mais qui a déjà répondu sur le chat. D'accord, ok. Donc, pour le moment, on a quand même une question complémentaire suite à la réponse de Monsieur Baudouin, où on nous demande, malgré l'opération de tri qui génère un coût, est-ce que l'opération finalement est globalement intéressante? Donc, c'est une question à destination de Monsieur Baudouin. Oui,
Eh ben, je vais y répondre du coup. Alors, effectivement, alors, je ne sais pas si je dois y répondre maintenant ou je réponds par chat. Non, non, vous pouvez répondre, Oh, allez-y. allez-y, allez-y. Ah, d'accord, ok. Oui, oui. Donc effectivement, enfin, nous, notre volonté d'aller sur l'utilisation de la matière recyclée, alors certes, il faut qu'il y ait une économie qui soit présente, mais on a effectivement pris conscience qu'on ne pouvait pas continuer comme ça. Et donc, il faut vraiment s'inscrire dans cette démarche-là, parce que si on ne voit que le prix, à un moment donné, ça va coincer. Donc, c'est clair que, et jusqu'à très peu de temps encore, les prix du recyclé étaient quasiment avoisinant ceux du vierge. Mais pour autant, c'est une décision d'y aller. Et effectivement, les aides qui sont proposées encouragent les sociétés. Mais effectivement, dans les aides qui peuvent être proposées, nous, on n'était pas dans une démarche où si on n'avait pas cette aide-là, on n'y allait pas. On avait déjà décidé d'y aller, quoi qu'il en soit. Donc c'est effectivement ça, mais aujourd'hui, effectivement, avec le coût des matières premières qui s'envolent, on a effectivement des choses qui vont arriver côté matières recyclées, mais en ayant aussi entretenu des partenariats, ça nous permettra aussi de mieux encaisser ces hausses. Donc voilà. Mais effectivement, c'est intéressant de le faire, mais il ne faut pas uniquement voir le coût, parce que sinon, si on se projette sur un court terme, ça devient très compliqué. Voilà. Bonjour, est-ce que je peux me permettre Bonjour. de réagir à ce qui a été dit? Marc Efter, Société Aguerre. Oui. Oui. Merci pour vos explications. Nous, on fabrique aussi des goulottes en PVC, ça ressemble pas mal au profilé de fenêtre. La question que je me pose, c'est est-ce que les clients sont sensibles à ce label et est-ce qu'il y a une demande de la part des clients pour des produits, même quitte à payer plus cher, parce qu'on est quand même sur des produits un peu banalisés, hein, des fenêtres ou des goulottes de câble électrique, c'est pas le truc hyper sexy. Est-ce que les clients sont sensibles à ça? Alors, ça c'est intéressant. Il y a 2 ans, quand je le présentais, ça paraissait encore comme une vue de l'esprit pour certains. Aujourd'hui, ça devient une vraie réalité et on le voit avec les réglementations qui sont en train d'arriver avec les taux d'intégration. C'est une obligation. Voilà. En fait, voilà, c'est des choses sur lesquelles il faut bien avoir conscience, c'est qu'effectivement, on ne peut plus aujourd'hui produire des produits qui ne contiennent pas de matière recyclée, qui ne soient pas recyclables. Et ça, c'est des choses qui ne peuvent plus être mises sur le marché. Donc clairement, ce choix-là, si encore on doutait de la pertinence économique, avec la réglementation, c'est une obligation. Voilà. Merci, Monsieur Baudouin. Ouais. Audrey, est-ce qu'il y avait des questions sur le dispositif aussi, je crois? Non, je n'ai pas vu de questions. Ah, d'accord, j'ai cru qu'il y avait des demandes de précision, mais ok. Non. Très bien, je vous propose effectivement de continuer et de passer à notre deuxième séquence. Donc cette fois-ci, nous sommes sur l'intégration des matières plastiques recyclées. Donc Laurent Villemain de Replace va commencer par se présenter avant de nous présenter son entreprise et son projet. Bonjour à tous, merci de cette opportunité de présenter le projet. Donc Laurent Villemain, j'ai travaillé pendant 30 ans dans l'industrie et notamment dans la fabrication d'emballages pour les marchés de la cosmétique, de l'alimentaire, etc. Dans un grand groupe qui s'appelle Albéa. Et je me suis lancé dans l'aventure Replace en fondant avec un partenaire, avec un monsieur Horn, la société Replace, avec l'objectif de travailler sur la valorisation des plastiques multicomposants. On peut passer au slide suivant. Voilà, donc là, en fait, on est parti d'une approche. Donc l'aventure a démarré à peu près 2 ans sur vraiment le démarrage des premières réflexions, qui était de dire, en plus de tout ce qui existe et qui est nécessaire, pour l'avoir vécu, de développer des emballages légers, de développer des emballages qui protégeaient les contenants, parce qu'on parle d'emballage, ou de développer d'autres parties, vous aurez les exemples des fenêtres avant avec des matériaux recyclés.
il restait une problématique qui était de dire, mais que peut-on faire des plastiques très techniques, techniques voulant dire effectivement multicomposants, principalement, qu'est-ce qu'on peut en faire qui est différent de ce qui existe aussi, hein, comme les traitements chimiques et autres, on entend beaucoup parler de ces parties-là, et donc du coup de réfléchir à quelque chose de différent, avec des principes forts. Hein. Les principes forts, c'était en évitant toute pré-transformation, pour pouvoir l'utiliser directement en broyé, en étant le plus local possible, en essayant d'associer aussi plastique post-industriel et plastique post-consommation. Je pense réellement qu'il y a une des clés, c'est aussi de ne pas vouloir séparer les deux, c'est aussi de dire la somme des deux peut permettre de stabiliser et de travailler dessus. De développer des produits utiles. Alors, dans l'économie circulaire, il y a économie, hein, donc on l'entend souvent. Et effectivement, pour moi, le gros critère était aussi de développer un concept qui permettait d'être, en termes économie, compétitif. Parce que je pense que la clé, c'est aussi de pouvoir faire des choses qui ont un vrai sens économique, donc qui apportent des choses supplémentaires aux produits et en même temps une compétitivité en termes de prix. Et le dernier point qui était pour moi extrêmement important aussi, c'est de développer un process qui reste simple, à la fois pour limiter l'investissement, mais aussi pour pouvoir plutôt être dans une logique de diffusion et de déploiement du concept plutôt que d'être dans le gigantisme industriel qui est quand même aujourd'hui pas la piste permettant de développer des choses locales. Voilà. Donc ça, c'était l'idée de départ. Et fort de cette idée de départ, donc on a travaillé sur plein de pistes. Ça a commencé, alors si on fait le lien avec le support de la région, hein, ça a commencé tout naturellement par une demande d'incubation dans un incubateur SEMIA qui dépend de la région Grand Est, donc en l'occurrence c'était celui de Metz, qui a permis d'aider à poser des concepts, d'aider effectivement à identifier tous les possibilités d'aide. Hein. Alors il y a des aides financières, c'est extrêmement important, on en a eu beaucoup, et ça je remercie effectivement tout ce qui a pu être apporté là-dessus, mais pas que ce soit par des réseaux, par des contacts, par aussi des conseils pour voir comment bien positionner les différentes étapes du projet. Donc ça a été à la fois très utile sur le côté purement alimentaire pour faire bouger le projet, mais aussi sur toutes les étapes du process. Et ça, je crois que c'est important aussi de le signaler, c'est que la région Grand Est permet aussi d'accompagner dans ces étapes-là, et c'est très très bien. Donc on est parti d'un concept où on a identifié et on est parti de lignes, ce que j'ai appelé lignes laboratoire. Donc un jour, je ferai un recueil de photos des choses un peu délirantes qu'on est arrivé à sortir pour effectivement valider un certain nombre de concepts qu'on a brevetés. Hein, donc un brevet est déposé dessus qui permet effectivement de mixer et de transformer des matières dites non transformables en pièces de bonne qualité, on va dire utiles, et aussi de façon industrielle, c'est-à-dire avec des vitesses de production qui sont industrielles. Voilà. Donc vous avez une photo du prototype, de la première ligne pilote. Je n'ai pas mis de photo en réel parce que, comme je vous dis, c'est sous brevet, et donc pour l'instant, on essaye quand même de protéger de façon très forte cette évolution. Voilà. Alors, qui dit process dit aussi produit. Donc on a travailler aussi avant pour dire c'est bien, on arrive à transformer, on fait des choses bien, mais par quoi on commence? Et là, encore une fois, on est resté très région Grand Est, c'est-à-dire qu'on a à la fois fait un premier pilote avec la commune de Sainte-Menehould sur la fabrication de poteaux de signalisation à partir des déchets locaux. Mais surtout, on a travaillé avec une société qui est du Grand Est aussi, qui s'appelle Cavi, la compagnie des agrafes à vignes, en essayant d'identifier qu'est-ce qu'on pouvait faire pour des produits type tuteur marquant pour les vignes, donc encore très local, hein, parce qu'en Grand Est, on a aussi beaucoup de vignes, et vraiment de rester vraiment dans cette cohérence, dans cette cohérence-là. Et voilà, donc on a développé l'ensemble on a développé ça, et donc vous voyez sur la photo les premières pré-séries qu'on a fait. Maintenant, on est en production, on est en montée en production en croissance. On est actuellement sur 12 heures par jour et bientôt on sera en 3/8 sur la première ligne de production sur ce type de produit-là. Voilà. Et alors, ce qu'il faut dire aussi, c'est que dans cet accompagnement-là, hein, je crois beaucoup aux synergies entre les différents acteurs. Hein. Donc la machine a été conçue et fabriquée avec aussi un partenaire du Grand Est, qui s'appelle AISA,
qui est basé en Marne, hein, qui est un fabricant de machines qui avait des compétences en extrusion, en injection plastique, et ce qui a permis effectivement d'extrapoler et d'aller dans cette nouvelle approche. Donc ça a été aussi extrêmement positif et surtout a permis de réaliser cette chose-là dans des délais qui étaient extrêmement courts, hein, parce que je vous dis, on a démarré il y a 2 ans, la société a été créée il y a 1 an et 3 mois, et là aujourd'hui on a une ligne industrielle qui tourne. Voilà. Et de la même façon, j'ai parlé de la communauté de communes de Sainte-Menehould. On est installé sur la commune de Vienne-le-Château, où là, de la même façon, il y a eu beaucoup d'accompagnement et d'aide pour permettre de créer un atelier de production dans lequel on va pouvoir monter en puissance, avec le support aussi d'une société qui s'appelle Argonne Production, qui est une entreprise adaptée et qui nous fournit la ressource humaine compétente, je tiens à le préciser, et qui permet de travailler aussi dans une économie circulaire, mais en même temps responsable. Et je crois que tout peut aller ensemble. Donc ça pour dire qu'il y a eu toutes ces synergies qui ont pu mettre en place et qui au-delà du support conseil, du support financier, c'est très rassurant quand on est entrepreneur parce qu'il y a beaucoup de bienveillance, beaucoup d'envie aussi de personnes d'aider, de trouver des solutions. Voilà. Et pour la matière, oui, dernier point pour la matière, on est vraiment aussi une matière locale, que ce soit j'ai cité que j'ai travaillé chez Albéa pendant un certain temps, donc ce qui a permis aussi d'avoir des flux de matière identifiés dans la partie post-industrielle, et aussi avec une société comme Paprex sur Verdun et d'autres pour pouvoir valider et réaliser ces mix dont je parlais, à la fois matière post-industrielle et post-consommation. Voilà, pour présenter. Alors, désolé, je fais vite, hein, parce qu'on a des contraintes de temps. Et pour finir, donc effectivement, ce projet-là, qui maintenant avance, hein, donc on a utilisé Orplast 3, on a posé un dossier auprès d'Orplast 3 avec le support de l'ADEME pour effectivement aider au développement. Et donc, du coup, essayer aussi de promouvoir ce système le plus possible. Pour résumer, donc, juste ce dernier slide, hein, qui essaye d'exprimer un peu la stratégie à vision de Replace. Comme je vous l'ai dit, je crois fermement qu'il n'y a pas qu'une solution, il y a plein de solutions, et que dans tous les cas, de toute façon, à la fin de toutes les solutions très économiculaires qui auront été faites de réincorporation, de traitement, il va toujours rester une part, comme le disait Gaël, qui finit en incinération, en enfouissement. Et effectivement, la vision de Replace, c'est d'apporter une solution à ces plastiques-là et de permettre de les retransformer en produits qui vont être eux-mêmes recyclables. Et surtout, quelque chose auquel je tiens beaucoup, qu'on a appelé local au cube, c'est d'être vraiment dans cette logique locale au cube, c'est de se dire, si on veut que ça soit efficace, il faut qu'on puisse trouver à la fois la façon de capter les flux localement, d'être capable de les transformer localement, et le plus possible d'avoir des filières de valorisation de ces produits localement. Alors, oui, les produits sont recyclables, hein, ce qu'on produit, mais recyclable ne veut pas dire aussi recyclé. Et c'est pour ça que c'est important de choisir des gammes de produits sur lesquels il sera aisé, ou pas trop compliqué, on va dire, d'organiser des collectes pour pouvoir les reprendre et les retransformer 2, 3, 4, 5, 10 fois. Donc voilà, donc ça pour moi c'était un critère qui était extrêmement important. Et l'autre point aussi que je réinsiste dessus, c'était un développement de process qui était à la fois fiable, bien entendu, mais simple d'utilisation, parce que je pense aussi que si on veut faire tourner des choses efficacement, il faut qu'on reste simple d'utilisation, parce que la ressource humaine pour faire tourner une activité, ça doit rester abordable et ça doit rester je dirais industriellement réaliste. Voilà. Donc, et puis en dernier point, je répète, hein, toute cette cohésion entre les différents supports qu'on peut avoir par les organismes. Hein, bon, on a cité Climaction, ADEME, Polivia, qui sont autant de systèmes où on peut avoir des conseils et des supports. Sans tout ça, et sans effectivement cette possibilité de mettre beaucoup d'acteurs du Grand Est en place, alors soit c'était réalisable, soit ça aurait pris beaucoup plus d'années, ou soit ça aurait coûté énormément plus cher. Voilà. Donc c'est amusant en même temps, donc c'est pas toujours facile, mais c'est très amusant. Merci. Merci beaucoup, Laurent.
Alors, on a quelques questions qu'on renvoie après les 2 présentations qui vont suivre. Donc, la première, c'est Benoît Deveau de l'ADEME. Donc, Benoît, si tu veux bien te présenter. Bonjour à tous, donc Benoît Deveau, je suis ingénieur économie circulaire à l'ADEME, basé à Châlons, et en charge notamment de toutes les thématiques liées au plastique pour le Grand Est. Je vais vous faire un rapide bilan finalement des 2 premières éditions du dispositif Orplast qui a été lancé fin 2016, début 2017. Sur ces 2 phases, on a un peu plus de 28 millions d'euros d'aides qui ont été apportés sur 125 projets et qui ont permis quand même une utilisation complémentaire, on va dire, de 250 000 tonnes de matières premières recyclées. Donc un premier pas. Christophe Rey vous l'a dit tout à l'heure, le budget de Orplast 3 est conséquent puisqu'il est abondé au plan de relance. On parle ici de 130 millions d'euros sur 2 ans, donc on espère bien avoir des tonnages de MPR intégrés qui soient beaucoup plus importants. En termes de bénéfices, Orplast 1 et 2 ont permis une augmentation de l'utilisation de MPR conséquente. Un autre point positif relevé par les porteurs, c'est celui de retrouver un avantage concurrentiel et puis la création d'emplois. Et en termes de difficultés rencontrées, les aspects techniques reviennent quand même assez souvent et pour un gros 10% des porteurs de projets, l'aspect économique. Alors c'est vrai qu'on est sur une phase un peu transitoire où les matières premières recyclées sont pas forcément compétitives au regard des prix du vierge, mais on a tous conscience ou l'espoir indirect finalement qu'elles redeviennent compétitives dans les années à venir. Et puis un point important aussi, c'est sur la qualité et la quantité des approvisionnements. C'est un point qui a été relevé dans notre groupe de travail plastique réalisé conjointement avec l'ADREAL et la région Grand Est. Et effectivement, on va travailler de concert aussi avec des gens qui peuvent vous fournir en région Grand Est, mais pas que, pour garantir ces niveaux de qualité et surtout ces quantités qui seront nécessaires à vos projets. Slide suivante. Donc Orplast 3 se décompose en 2 grands axes. Un premier axe typé études et un deuxième axe où on parle d'un accompagnement aux investissements. Sur l'axe 1, vous avez 2 sous-axes, un qui est plutôt lié aux expérimentations. Ici, on va parler très clairement de temps machine, de temps humain, de besoins internes à l'entreprise. Sur les études ou essais, on parle quand même plutôt d'essais et d'études menées par des bureaux, par des BE extérieurs. Et puis sur la partie investissement, je crois que Monsieur Baudouin l'avait bien fait remarquer dans sa présentation, on aide uniquement sur la partie qui vise à modifier durablement, j'insiste sur le durablement, la transition vers l'utilisation de matières premières recyclées, et on aide également que sur la partie liée à l'utilisation de matières premières recyclées. Il n'est pas question de payer une toute ou partie d'une ligne complète, mais effectivement d'accompagner sur ce qui permet l'utilisation de matières premières recyclées. Alors, en termes de prérequis, de conditions préalables au dépôt, toute la partie étude, il n'y a aucune condition préalable. Vous avez une idée, vous avez une envie, sachez qu'on peut vous accompagner assez simplement sur cette partie. Et pour l'aide à l'investissement, on a effectivement un petit peu plus de prérequis. On va juger de la maturité de votre projet, on va juger également de l'adéquation, en tout cas des CAPEX par rapport à ce qui peut être vu par ailleurs. Et puis, on va aussi vous demander des informations sur les gisements pressentis, la qualité des produits vendus. Tout ça doit faire l'objet d'une étude un peu plus avancée pour effectivement justifier de cette aide aux investissements. Juste à noter que tout ce qui vous est demandé dans l'axe 2 peut bénéficier effectivement d'un accompagnement sur l'axe 1.
Les entreprises qui peuvent être accompagnées, depuis la dernière échéance, toutes les entreprises sont accompagnées. Hein. La toute première échéance d'Orplast 3 était très focalisée sur les TPE, les PME. Maintenant, les grandes entreprises et les ETI peuvent être également accompagnées. Toutes les entreprises qui n'utilisent pas de matières premières recyclées, pas du tout, ou celles qui en utilisent déjà et qui souhaitent augmenter leur intégration de matières premières recyclées. Les deux sont éligibles. Sur les modalités de dépôt de votre dossier, on vous conseille, c'est pas obligatoire, mais on vous conseille d'avoir un petit échange avec nous en pré-dépôt qui vous permet déjà de prendre conseil auprès de nous pour maximiser vos chances finalement d'être retenu à l'appel à projet. Et ça peut se faire sur la base d'un simple PowerPoint. Alors surtout si c'est pour l'axe plutôt études, que vous nous fassiez part finalement de votre envie, de vos souhaits en termes d'accompagnement. Vous avez compris qu'on est dans un écosystème où l'ensemble des financeurs peuvent aussi vous apporter des réponses diverses sur beaucoup de thématiques. Donc, c'est d'autant mieux d'avoir cet échange de pré-dépôt. Ce n'est pas obligatoire, encore une fois, mais ça maximise vos chances. Et puis, en étape 2, vous soumettez votre dossier sur notre plateforme Agir pour la transition, dont vous avez le lien ici. 3 volets principaux, un technique, un financier et une fiche projet qui résume finalement les quantités, vos objectifs en termes d'incorporation. Et puis, toute la partie administrative qui va jusqu'au plan de financement, elle se fait également en ligne. Les taux d'aide qui peuvent être apportés suivant la taille de votre entreprise. Pour les études, on va de 70% à 50%, ou plutôt de 50 à 70%. Pour les investissements, on va de 35% à 55%, également en fonction de la taille de votre entreprise. Vous avez la liste des dépenses éligibles accessibles au lien qui est indiqué sur le slide. Et pour vous catégoriser entre les petites, moyennes et grandes entreprises, vous avez également un lien. Il faut savoir que cette classification ne se fait pas que sur la taille de votre entreprise, mais elle dépend également des ressources de l'entreprise, du fait que vous soyez lié ou pas à une autre entreprise. Tout ça peut avoir un impact sur la catégorisation. Et enfin, pour les différentes échéances, puisque c'est un appel à projet, donc il y a déjà 2 dates qui sont passées. La 3e, qui est la prochaine, c'est un dépôt au 1er juillet. Sachez que le dispositif est ouvert jusqu'au 15 septembre pour l'instant. Et que pour chaque échéance, on peut avoir une petite modification du règlement. Là, par exemple, vous l'avez compris, pour la prochaine échéance, on a l'ouverture aux grandes entreprises. On a également la possibilité d'incorporer des chutes de production, donc qui vient un petit peu en complément de ce que peut proposer la région. Et puis, la 3e différence pour cette 3e échéance, c'est le fait que le dispositif est également ouvert aux donneurs d'ordre, donc à vos clients qui voudraient se lancer aussi dans des études de faisabilité ou des caractérisations produits liées à l'intégration de matières premières recyclées. Et concernant l'évaluation de votre projet, donc je vous l'ai expliqué, à l'issue de l'instruction, donc on juge finalement de la robustesse, de la maturité du projet, un critère qui est quand même assez important, c'est celui également de la proximité du gisement de MPR ciblé. On ne va pas vous demander d'avoir un gisement à 15 km ou même en Grand Est, mais on va dire qu'on aime bien avoir des approvisionnements qui soient à minima européens. Et puis également tout ce qui concerne l'organisation du projet, les autres démarches environnementales dans lesquelles vous pouvez vous lancer, qui sont des bonus, des plus dans la perception de votre projet. Et puis le caractère incitatif de l'aide, généralement c'est un petit fichier à remplir pour les grandes entreprises.
Voilà, 2 contacts, donc moi-même et puis ma collègue Marie-Laure Rupel qui, en fonction du nombre de dossiers, ce sera l'un ou l'autre qui viendra instruire votre dossier. Merci Benoît pour cette intervention. Donc on va tout de suite passer la parole à Marion. Les questions auront lieu juste après. Bonjour à tous et à toutes. Marion Chisclin, donc de Polivia. Donc j'étais auparavant chez Alizé Plasturgie depuis 2 ans en tant que chef de projet en économie circulaire. Certains d'entre vous doivent également me connaître puisque je suis également dans le service santé, sécurité au travail et environnement. Donc je peux répondre aussi à vos questions sur ces sujets-là. Alors aujourd'hui, moi je vais vous parler de 2 choses. Je vais vous parler du label MOR et ensuite je vais vous parler de Orplast. C'est là sur ce slide-là, sur la nouvelle organisation professionnelle de Polivia, on les a déjà présentés au début, donc on ne va pas revenir dessus. Voilà. Donc je vais vous parler du label MOR. Donc MOR, donc à la base, en fait, c'est un label qui est européen, donc forcément on a un acronyme qui est en anglais et qui ne donne pas très bien en français, mais c'est mobilisé pour recycler. L'idée, c'est que ce label-là, c'est une démarche qui est purement volontaire de la part des entreprises. Et ça vous permet en fait de mettre en valeur le fait que vous intégrez des matières plastiques recyclées dans vos productions. Donc c'est un label qui est annuel. Donc pour toutes les personnes qui ont eu le label en 2020, c'était sur les données de matières plastiques recyclées que vous aviez utilisées en 2019. Et là, on va bientôt lancer la campagne 2021 sur les données de 2020. Donc on est actuellement en maintenance technique. Normalement, ça devrait commencer à partir du 22 mars 2021 pour pouvoir obtenir son label. Donc c'est un label qui est vraiment à destination des transformateurs de matières plastiques. Et la seule condition, c'est que vous incorporiez des matières plastiques recyclées dans votre processus de fabrication. Donc, par matières plastiques recyclées, on entend les matières plastiques que vous achetez et pas simplement le recyclage qui peut être utilisé en bout de ligne, qui est de l'optimisation, mais qui n'est pas de l'incorporation de matières plastiques recyclées. Les étapes sont relativement simples puisqu'il faut d'abord vous inscrire au préalable sur la plateforme. Donc, vous aurez les présentations, tous les liens sont actifs, donc vous pourrez facilement vous connecter. Et là, on revient vers vous dans un délai de 1 à 2 jours avec vos identifiants. Et après, vous pourrez remplir le questionnaire. Et donc là, le questionnaire, normalement, ça devrait vous prendre qu'une dizaine de minutes. Et l'idée, en fait, c'est d'intégrer votre secteur d'activité, si vous êtes dans l'emballage, si vous êtes dans l'automobile, par exemple. Et puis, quelles sont les matières plastiques recyclées que vous utilisez, quels sont les tonnages. Et derrière, vous recevrez le label dans les 1 ou 2 semaines à suivre par le délégué de votre région ou de votre territoire. Cet outil-là, il est très important pour nous parce que derrière, toutes ces données-là, on va les rendre anonymes. Et nous, ça nous permet, en tant qu'organisation professionnelle de la plasturgie, de pouvoir dire derrière, regardez, c'est bon, cette année, on a incorporé, je vous dis n'importe quoi, mais 400 000 tonnes de matières plastiques recyclées. L'année suivante, on est à 800 000 tonnes. Du coup, ça nous permet aussi de répondre face aux autorités qui imposent de plus en plus de réglementations sur l'incorporation de matières plastiques recyclées. Donc, ce label, il a vraiment un double intérêt. Un intérêt pour les entreprises parce que ça vous permet de valoriser vraiment pour vous l'incorporation de matières recyclées, puisque quand vous recevez le label, vous recevez également un petit peu un guide de communication. Et puis, un intérêt pour la profession parce que nous, ça nous permet d'avoir des données, et ça, c'est quand même extrêmement important pour pouvoir avancer. Donc là, vous avez le détail un petit peu des matières plastiques recyclées qui sont prises en compte dans MOR, parce que c'est vrai qu'on a souvent des questions là-dessus. Voilà ce que je voulais vous dire sur le label. N'hésitez pas vraiment à vous enregistrer. Et ceux qui ont eu le label en 2020, vraiment, il faut aussi avoir celui en 2021. C'est vraiment un label annuel, c'est pas quelque chose qu'on a en one shot. Ensuite, je voulais attirer votre attention sur un autre sujet qui est les granulés plastiques industriels, donc on appelle des GPI. Souvent, on les appelait jusqu'à maintenant les microplastiques. Et en fait, dans la loi AGEC, donc c'est la loi économie circulaire, celle qui a été adoptée en février l'année dernière, on a un nouvel article qui dit qu'à compter du 1er janvier 2022, tous les sites de production, manipulation, transport de granulés plastiques industriels doivent avoir des équipements et des procédures qui vont permettre de prévenir la perte et les fuites de granulés dans l'environnement. Il est également précisé qu'on devra avoir des inspections régulières par des organismes certifiés indépendants pour s'assurer de la bonne mise en œuvre de ces obligations-là. Donc ça, c'est la généralité, on va dire. C'est ce qui est précisé par la loi. Donc aujourd'hui, on est en attente d'un décret. Et ce décret, en théorie, il doit être publié également avant la fin du mois de mars. Là, le mois de mars de cette année, puisque du coup, il a eu les consultations publiques, toutes ces étapes-là ont été terminées.
ce texte-là, en tout cas, va avoir une importance considérable pour la plasturgie. Aurélia, je veux bien que tu passes à la page suivante, puisque les entreprises qui sont concernées, ce seraient toutes les entreprises qui, vous voyez, qui auraient une quantité totale de granulés susceptible d'être présente supérieure à 10 tonnes. Donc 10 tonnes, c'est 10 big bags. Donc a priori, je pense que 95% de nos entreprises sont moins concernées. Et ensuite, derrière, en termes d'obligations, on aurait le fait de se doter d'équipements de filtration pour prévenir les rejets canalisés de granulés, d'adopter des procédures aussi pour prévenir la dispersion, donc faire un zonage des zones à risque, faire une formation du personnel, faire des contrôles internes, et ensuite, derrière, d'avoir aussi un système d'inspection et d'audit qui devrait être mis en place tous les 2 ans. Donc, là-dessus, en fait, ce sont vraiment vous voyez, des obligations qui vont être très contraignantes et qui vont arriver à partir du mois de janvier l'année prochaine. Et donc, c'est important d'être très sensibilisé sur ces questions-là. Donc, là-dessus, plusieurs choses. Donc, déjà, une fois que les textes seront adoptés, nous, au sein de Polivia, on va faire tout nécessaire pour vous avertir et vraiment vous prévenir exactement, parce que là, pour l'instant, on est vraiment au stade de projet, donc il y a des évolutions qui peuvent venir. Donc, on aura des webinaires qui vont être dédiés à cette problématique-là en avril, en mai et en juin. Donc, ça, c'est la première chose. Ensuite, la deuxième chose, il existe une opération. Et donc là, c'est l'opération Clean Sweep. Je suis désolée, Aurélia. Parfait, merci beaucoup. Et donc, cette opération Clean Sweep, elle existe déjà depuis quelques années. Elle a été montée, au départ, c'était par la Fédération européenne et soutenue par la Fédération de la plasturgie. C'est une opération qui est volontaire et l'idée, c'est de vous aider à configurer votre site industriel pour empêcher la perte de granulés et de mettre en œuvre des procédures de prévention, de confinement, de nettoyage. Donc vraiment, l'idée de cette opération, ça vous permet de répondre à la réglementation. Donc ce que je veux dire par là, c'est l'opération Clean Sweep en tant que telle ne va pas devenir obligatoire, mais ça va être un très très bon moyen pour vous de satisfaire à cette réglementation. L'opération Clean Sweep aujourd'hui, donc quand vous allez cliquer sur les liens « Inscrivez-vous », vous aurez des accès à un guide et puis des étapes, comment mettre en œuvre justement tout cela dans vos entreprises, comment faire un module de formation à l'intention de vos salariés, un kit de communication aussi, des affichettes et tout ça. Et ils sont en train de travailler sur l'opération Clean Sweep pour faire un référentiel qui derrière nous permettra de faire des audits simples là-dessus. Donc cette opération-là, a priori, elle devrait être modifiée d'ici la fin du mois de mars aussi, justement pour que ça devienne auditable, si vous me permettez l'expression. Mais en tout cas, vous pouvez dès maintenant vous inscrire dessus puisque les bases resteront les mêmes. Voilà, j'espère que j'ai été claire sur ce sujet-là. En tout cas, voilà, que vous décidiez de partir sur l'opération Clean Sweep ou de mettre en œuvre vos propres procédures sur la perte et la fuite des granulés, c'est quelque chose qui doit être votre priorité parce qu'à partir de l'année prochaine, ça va devenir très contraignant. Merci beaucoup Marion. On voulait du coup vous alerter voilà, le plus tôt possible sur ces nouvelles évolutions. Audrey, donc c'est toi qui synthétise les questions, donc on va partir sur la réponse aux questions. Alors, on a effectivement plusieurs questions à destination de Laurent Villemain. J'ai essayé de synthétiser parce que plusieurs reprennent des questions sur la possibilité de recycler d'autres matières avec vous, Laurent. On nous demande notamment si vous traitez des plastiques techniques chargés, par exemple en fibre de verre, ou des PET, PC, PMMA auxquels sont ajoutés des masses de colle, ou encore des polyamides type PA. Et est-ce que ce recyclage est valable pour les thermodures? Alors, comme j'ai expliqué rapidement, dans les critères de sélection, enfin des critères de définition pour concevoir ce process, c'était clairement d'être capable d'absorber un taux de pollution important. Alors, je ne vais pas vous donner trop de détails, parce que comme je vous dis, il y a beaucoup de choses qui sont encore en phase de finalisation de brevetabilité, etc. Donc, globalement, l'idée, c'était vraiment de pouvoir accepter toutes sortes de matériaux. Alors, je vais répondre avec plusieurs axes. Effectivement, vous allez avoir des matériaux type la question sur des matériaux renforcés, pollués ou renforcés en fibre de verre. J'aurais tendance à dire là, ces matériaux-là vont plus particulièrement être intéressants parce que la fibre de verre qui peut être un défaut par rapport à sa recyclabilité ou d'imposer des traitements type enfouissement ou incinération, dans des produits que vous allez chercher à avoir un peu de technicité, ça peut être un apport. Même si elle a été déjà perturbée par une première transformation,
il va lui rester toujours un peu de caractéristiques. Donc je dirais ça, on va être un peu comme dans une recette de cuisine. Ça va être un petit peu le piment ou l'additif ou le petit additif qui va permettre quelque chose de plus dans le produit. Donc je dirais oui. Après, sur les autres produits qui vont avoir des taux de pollution ou des produits techniquement compliqués, dans ce cadre-là, on va rentrer dans quel est le pourcentage de pollution, entre guillemets, que le process est prêt à accepter. Donc, il a été conçu pour effectivement absorber ça. Donc, j'aurais tendance à dire qu'il n'y a pas vraiment de limite. Ce qui va jouer après, c'est sous quelle granulation ils vont pouvoir être incorporés et puis à quel pourcentage. Parce que quand je dis pollution, on ne peut pas non plus mettre 90% de pollution et 10% d'autres choses. Voilà. Donc, je dirais c'est un peu ce que je me dis en ce moment, c'est qu'il va y avoir, moi qui étais fan dans l'industrie des plans d'expérience et des plans Taguchi notamment, là on a créé un jouet où on peut vraiment faire beaucoup de choses pour mieux comprendre comment ça se passe. Puis pour illustrer ça, je vais donner un peu une boutade. Alors, je ne sais pas si c'est une boutade, mais l'idée du projet est aussi venue parce que j'avais une personne que je connaissais bien qui travaillait dans la nourriture pour animaux. La nourriture pour animaux, le concept c'est quoi? C'est de récupérer des lots existants connus, carcasses d'animaux et autres, et après de savoir par quels additifs, par quel autre flux entre guillemets, de matière déchets de notre vie humaine on pouvait compléter pour à la fin avoir une croquette qui a la même qualité. Je pense que le plastique et le traitement du déchet, on peut clairement développer ça. Et demain, avoir un essaimage de ces unités ou d'autres expérimentations qui pourront être faites, qui va de dire, ben voilà, j'ai une situation, j'ai de la matière qui existe. On peut soit considérer que c'est du déchet et que ça ne sert à rien, ou de dire, dedans, il y a à chaque fois quelque chose d'utile, et comment je vais l'utiliser en complément avec d'autres choses pour faire quelque chose qui va être utile à un besoin local. Voilà. Et là, après, on peut rentrer dans l'industrie 4.0 et autres, sur des bases de données et autres, mais je pense que c'est une nouvelle ère qui s'ouvre sur ces points-là et qu'il y a beaucoup de choses à développer. On n'est qu'au début de l'histoire. Merci Laurent. Alors, on a encore 2 questions, toujours pour vous, Laurent. Vous y avez répondu en partie dans la présentation, mais je crois que certaines personnes voulaient des précisions. On a une question. Donc, les objets obtenus sont-ils à leur tour recyclables? Comment évoluent ces matières dans le temps? Alors, oui, ils sont recyclables. Et je vais mettre deux commentaires. Hein. Bon, déjà, comme on est quand même globalement en base polyfine, plus on va les retravailler, plus ils vont se durcir, et mieux c'est. Ça, c'est le premier point. Et deuxièmement, oui, ils sont recyclables, mais on ne va pas non plus s'amuser à dire je prends ces produits comme ces tuteurs-là et je les recycle à 100%. Je vais les remixer avec le mélange d'autres matières. Donc oui, et on l'a fait. Hein, aujourd'hui, tout ce qu'on sort de la ligne, soit qu'on a fait dans les essais ou qui sont avec des défauts, on n'est pas dans un petit broyeur, on les remet dedans. Et donc, je veux dire, on sort. Alors, on parlait du clean du sweep, là. C'est-à-dire, effectivement, on a un process où tout ce qui rentre ressort en produit transformé. Parfait, merci. Encore une petite question, Laurent, la dernière. Quel accueil les vignerons ont-ils sur le fait de mettre des piquets en matière plastique mélangés dans leur vigne? Alors, je vais essayer de faire une réponse un peu le plus court possible et puis sans vouloir trop m'engager sur des plates-bandes qui ne sont pas de mon domaine. Effectivement, alors premier point, c'est qu'aujourd'hui, notre ambition et mon ambition chez Replay, c'est de développer ce fameux process permettant de développer des produits, je dirais, de qualité. Ce n'est pas de les vendre. Et c'est surtout pas de remplacer ce qui peut se faire par la partie des ventes. C'est pour ça qu'il y a eu cette association avec M. Gautreau de la compagnie Cavi, parce que lui, il connaît les viticulteurs, il sait ce qu'ils ont besoin et autres, et il y a cet accompagnement-là. Bon. Après, effectivement, naturellement, on peut se dire, oula, pourquoi mettre du plastique dans les vignes? Alors, on a fait beaucoup de mesures. On a mesuré l'impact sur la faune et la flore. On a fait des mesures dessus. On a fait des mesures d'évolution de vieillissement, on peut mettre en étude accélérée, etc., pour montrer déjà que le produit, dans cette forme-là et par ce process-là, n'avait aucun impact. Voilà. Après, c'est aussi de regarder qu'est-ce que ce profil peut apporter de plus par rapport à ce qui existe. On peut se poser la question aussi de dire, quand je mets des piquets en acier traité, est-ce que c'est bien? Quand je mets des piquets en bois créosoté, est-ce que c'est bien? Voilà, donc je veux dire, il y a aussi la comparaison qui peut être faite par d'autres choses, mais ce qui est sûr, c'est que ça apporte des caractéristiques de longévité, ça apporte des caractéristiques aussi de manipulation, parce que
l'état de surface, voilà, essayer ça avec un piquet en acier ou un piquet en fil de verre ou un piquet en bois, je pense que vos mains s'en rappellent. Bon, c'est un exemple, mais c'est vrai qu'il y a tout un travail qui a été fait, et là, c'est plus le travail qui a été fait par l'entreprise Cavi, pour aussi mettre en avant des caractéristiques positives et qu'est-ce que ça apportait de plus aux industriels, enfin aux industriels dans ce cas-là, les viticulteurs. Et c'est pour ça que je pense que quand je parlais de synergie, c'est super important. Il ne faut pas mélanger les. Je pense qu'il y a beaucoup de projets qui ont été faits parce que les personnes voulaient tout faire. Moi, je suis ni collecteur, je suis ni vendeur. J'ai juste la prétention d'apporter des possibilités de transformation qui vont ouvrir un peu les chakras de tout le monde et de dire il y a des choses qu'on peut faire. Voilà. Ça s'arrête à ce niveau-là. Mais j'ai été extrêmement surpris de tous les côtés positifs qu'on pouvait ressortir et de la façon dont en ressortant cette partie-là, on arrivait à convaincre du bienfait de cette approche. Merci Laurent. Audrey, y avait-il d'autres questions plus générales? Non, on a fait le tour. D'accord, merci. Alors, je vous propose de passer donc à la dernière séquence, celle sur la sobriété des plastiques, mais très orientée éco-conception. Donc, Lionel Mathieu de Sullo a accepté de relever le défi de ce dernier témoignage. Donc, on va lui passer la parole. Merci Lionel, beaucoup. Si vous voulez bien vous présenter. Tout à fait. Bonjour à tous, j'espère que vous m'entendez bien. Merci pour le challenge. Donc, Lionel Mathieu, je suis le directeur achat et supply chain du groupe Sullo, mais aussi le responsable du développement durable du groupe. Donc, en fait, j'ai rejoint le groupe il y a un peu plus d'1 an maintenant. Et donc, je suis le porte-parole de ce projet-là qui a été bien mené au niveau des usines avant que j'arrive et où j'en vois les bénéfices aujourd'hui. Et donc, j'en profite. Donc, on peut passer à qu'est-ce que Sullo. Donc, Sullo, c'est un groupe mondial. En fait, on s'occupe de tout ce qui est conteneurs à déchets, que ce soit des bacs roulants, des bacs 2 roues, des bacs 4 roues. Vous voyez sur le slide, ça faisait 340 millions d'euros. Ça, c'était avant l'intégration de Sansac, qui a été faite en fin 2019. Mais au moment du projet, c'était ça. Depuis, avec Sansac, nous faisons 500 millions d'euros. Et donc, nous avons toutes les solutions. Alors, l'idée aujourd'hui, si vous retenez que je veux vous faire prendre conscience que je veux plus que vous voyez des poubelles. Alors, ça, je l'ai dit une fois, je vais me faire engueuler par les personnes de l'usine. Nous ne faisons pas des poubelles, nous faisons des produits de qualité qui sont des conteneurs à déchets, des bacs roulants 2 roues, 4 roues, qui sont des choses comme ça. Et en fait, ça nous permet, ce sont des objets de tri où il y a plus de matière recyclée dans le produit que dedans. Donc, Sullo France, c'était anciennement Plasticomium Environnement ou Système Urbain, pour ceux qui connaissaient. L'usine est à Langres, près de Dijon, pour faire très simple. Il y a 200 personnes dedans. Sachez que c'est une usine qui sort plus de 2 millions de bacs par an, pour un effectif d'environ 200 personnes, une vingtaine de presses installées de différentes compositions. Donc, ce groupe mondial avait une vision de dire que on veut faire de l'éco-conception et de faire en sorte que nos produits soient les plus efficaces possibles et puissent emmener de la matière recyclée dans son intégration et que le cycle de vie total, donc on l'avait vu au tout début de ce webinaire fort intéressant, de dire que on pense toute la chaîne de vie, du sourcing à la conception, à la fabrication, à la mise en service et la réutilisation, qu'on est capable de réutiliser, de rebroyer nos propres bacs pour les réutiliser après dans nos usines. Donc, si on passe au slide suivant, ce projet, donc aujourd'hui, Sullo a une nouvelle vision qui est de créer des solutions pour que les déchets d'aujourd'hui deviennent les ressources de demain. Et puis, pour supporter cette vision-là, effectivement, il nous fallait aussi le bon outil industriel. Et c'est justement le slide d'après, cette centrale à matière, et donc le difficile équilibre à trouver entre l'économie circulaire, faire en sorte qu'on optimise nos matières premières recyclées, tout en étant économiquement viable. Donc, le projet, c'était quoi? Le projet, c'était de, en gros, augmenter la part des matières premières dans nos recettes de bac, surtout pour la couleur qui était hors gris, parce qu'on est capable de faire toutes les couleurs chez Sullo, mais il est plus évident et il est plus simple de faire des gris. On avait déjà un bon taux de substitution, on voulait aller plus loin. On voulait aussi basculer ces matières premières recyclées qui étaient extrudées en matière première recyclée, broyée. Et puis, effectivement, augmenter dans son ensemble l'incorporation de ces différentes matières.
Et les contraintes et le contexte, quand vous remettez, il y a de ça 1 an et demi, 2 ans, les équipements de stockage et de dosage étaient assez limités. C'est-à-dire qu'on pouvait simplement mélanger 2 matières et un additif pour faire nos bacs. Le projet a commencé en 2018, janvier 2018, au niveau des phases d'études. Et après 1 an, on a commencé à le mettre en place pour un projet totalement ficelé au bout de 18 mois qui a pris donc forme l'été dernier. Voilà, il y a de ça déjà 1 an. Et vous le voyez aujourd'hui, on est capable aujourd'hui, avec des doseurs, d'avoir 8 composants mélangés ensemble. On a 6 lignes distinctes. Et effectivement, je vais vous montrer tout l'ensemble, mais vous voyez que c'est un projet d'envergure qui a été assez important, qui a été transformant et structurant au niveau de l'entreprise, au niveau de l'usine de Langres, avec des personnes qui ont été totalement dédiées là-dessus et qui nous permet de jouer et d'avoir en fait finalement un panel d'optimisation et de possibilités très très importantes et de développement qui permettait d'incorporer plus de matière broyée. Donc si on passe après, les impacts. Donc on a fait, ça a été une vraie révolution, mais en gros il n'y a eu aucun impact sur nos presses à injecter, ni sur les temps de cycle. Au contraire, on a pu même gagner un petit peu. Donc en gros, très bénéfique. L'autre gros avantage, c'est que les recettes par couleur étaient maintenant disponibles et prêtes à être envoyées. C'est-à-dire qu'on avait un gain de flexibilité et d'optimisation de préparation en amont avant de pouvoir produire, qui était faite, et du coup, on a pu bien préparer, et ça nous a ouvert, on parlait d'ouverture des chakras juste avant, justement de revoir cette planification et notre manière d'optimiser notre production. En plus de ça, en termes de qualité de produit, meilleure stabilité des mix et des teintes, donc chose très importante dans le rendu final du produit, une homogénéisation qui était simplifiée et beaucoup plus robuste. Avant, on avait que 2 matières, on a 8 maintenant, mais capable de justement doser chacun de manière très précise et de simplifier ça dans notre production. Les caractéristiques des matières sont beaucoup mieux préservées, car en fait, on a un seul point, ensuite on injecte, donc du coup, c'est beaucoup plus simple, et donc on garde ces propriétés des matières. Et l'aspect final, il ne faut quand même pas l'oublier, c'est que nos bacs sont très jolis, je vous le dis, mais qu'il y a un aspect final où il n'y a pas de tâches, il n'y a pas etc. On a une très très bonne qualité, donc c'est quand même le but, c'est de faire toujours des produits de très très bonne qualité. On part de ça, les standards ne sont pas descendus, au contraire, on a voulu incorporer de plus en plus de choses. Donc des impacts beaucoup positifs chez nous. Et comme vous le savez, je suis directeur achat. Et qu'est-ce que ça veut dire? C'est que en fait, on veut sourcer dans la partie éco-conception, on va vous le montrer après. Vous voyez un peu l'image de la carte avant de lire le texte, c'est qu'il y a 7-8 ans, on avait quelques fournisseurs parce qu'on avait très peu de sources. Aujourd'hui, on les a multipliés par 10. On est capable de sourcer partout au niveau de la France, de l'Europe de l'Ouest principalement. À plus de 90%, nos sources sont en Europe. Alors, on a de temps en temps des États-Unis, mais c'est plus en spot. Donc, on pourrait être 100% autonome sur la partie Europe. Donc, on a vraiment élargi nos critères d'acceptabilité. Et là, je remercie beaucoup l'usine. Il y a des personnes qui sont ici, pas tous les cités, mais je sais qu'il y a Jean-Baptiste Péchinet, il y a aussi Fabrice Sédin et les personnes achats, qui ont fait vraiment beaucoup de choses en termes de développement produit, compétences, connaissances. Un vrai partenariat pour de plus en plus. Donc, on parlait de justement plastique circulé, il n'y a rien à acheter. Bah oui, on essaie de prendre de plus en plus de choses, que ce soit des bacs broyés, des paillettes, des casiers, nos propres bacs, c'est-à-dire que nos propres bacs en fin de vie, l'idée c'est de les récupérer pour les rebroyer au niveau de l'usine ou chez des partenaires. Et puis au niveau de l'utilisation des bouchons avec les associations, donc voilà, on brasse vraiment beaucoup de volume pour développer ça. Donc vous voyez, c'est un sourcing durable dans le temps qui permet de collecter de plus en plus de matières PEHD et de pouvoir les incorporer dans nos bacs. Tout ça, comme je vous le disais, ça rentre dans un esprit d'économie circulaire. Alors, on peut en parler beaucoup, on peut rester sur la théorie. Là, on l'a vraiment mis en pratique chez Sulo. Donc, si on prend l'exemple d'un bac, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'en fait, depuis le début, on s'est posé toutes les questions de comment on allait faire le design de ce bac. Et je vais prendre un petit exemple, c'est que avant ces bacs-là, ce type-là, on pouvait en mettre que 11 stackés ensemble pour les envoyer sur un camion. Aujourd'hui, avec le nouveau design, on peut en mettre 13. On gagne 20% de place, qui fait qu'effectivement, quand vous gagnez sur le transport, sur les mètres dehors, etc., et tout, on gagne beaucoup de temps. Un autre exemple, toutes les matières sont recyclées et recyclables, que ce soit au niveau des roues, que ce soit au niveau des axes, etc. Donc tout est fait pour que le cycle de fin de vie, comme je disais, on puisse récupérer ces bacs-là et les envoyer chez nos partenaires pour qu'ils les rebroient et qu'on les réutilise après chez nous.
On a pensé à la partie ergonomie. Exemple du couvercle avec un coussin d'air. Si vous prenez des anciens modèles de bac roulant, vous laissez tomber le couvercle, ça fait du bruit. Les nouveaux chez nous s'amortissent et vous n'avez pas ces bruits désagréables quand vous êtes le matin, vous entendez les personnes descendre les poubelles. Effectivement, on tend de monter de plus en plus de matières recyclées. On est capable de faire 100% matières recyclées. La plupart des modèles, dont 60% de post-consommation. Ça dépend des couleurs, ça dépend des modèles, ça dépend de pas mal de choses, mais on y tend, on y arrive. Et donc, effectivement, on a pensé à la partie fin de vie, transport, recyclage chez nous. Donc, c'est un exemple concret. Et cette centrale à matière, et on remercie l'ADEME et on remercie de tous les partenaires, nous a permis voilà, c'était une pièce du Lego, une partie importante, capable de nous permettre d'avoir plus de matière et d'aller plus loin dans notre éco-conception et l'économie circulaire qui est un sourcing circulaire. Voilà pour ce slide. Et donc, du coup, il faut quand même vous parler les 2 derniers slides. Les difficultés et les enseignants du projet. Effectivement, c'est un projet qui était structurant, mais pas facile, parce que vous vous rendez bien compte que de passer mélanger 2 petites choses à 8 composants et jouer là-dessus, ça prend du temps. Donc la mise au point était assez fastidieuse parce qu'en fait, on a dû, les équipes de l'usine ont dû gérer beaucoup de choses en termes de granulométrie différentes, des densités apparentes qui étaient vraiment différentes, des différentes poussières. Comment mélanger tout ça a mis un peu de temps avec les mêmes équipements. Aussi, on a dû regarder la partie retenue des métaux parce que beaucoup de choses, on a eu pas mal d'ennuis par rapport à ça. Au niveau des silos, gestion des niveaux des silos, c'est pas simple parce qu'en fait, où est-ce qu'on met, avec l'électricité statique, avec les différents mélanges, les différents produits, différentes sources qui changeaient, où est-ce qu'on mettait les sondes, donc beaucoup de temps là-dessus passé. Et puis, chose hyper importante, on est très fiers chez Suelo de travailler ensemble entre les achats et les équipes au niveau de la qualité de la production des usines. Plus de 400 tests sont réalisés par an, que ce soit pour valider, pour sourcer des nouvelles matières, tester. Donc ça, c'est très, très important. Il faut en être conscient, il faut avoir les équipements qui le permettent. Et puis, une belle expertise produit qui est aussi important là-dessus. Donc, il faut avoir ça en tête, que ça ne se met pas tout seul en place. Mais si on va sur le prochain slide qui reste sur le positif, qu'est-ce qu'on y a gagné? C'est qu'en fait, c'était vraiment quelque chose qui a été transformé pour l'usine de Langres. On a vraiment amélioré toutes les capacités d'incorporer des plastiques différents. Bon, c'est toujours du PEHD, mais voilà. Et ça correspond à notre engagement fort au niveau du groupe d'amélioration continue, que ce soit sur le pourcentage de recyclés, les empreintes carbone, etc., où on poste là-dessus. Donc, si on regarde simplement, sans donner trop de chiffres, parce qu'après, ça peut être compliqué, et il y a toujours, on ne peut pas tout dire ici non plus, mais on a clairement réduit notre empreinte environnementale, c'est-à-dire qu'on a au moins économisé 750 tonnes de matières vierges qui sont sourcées ici par des matières recyclées en Europe. Beaucoup plus de flexibilité pour répondre aux exigences des clients, qui nous demandent de plus en plus un taux d'incorporation important. Un aspect aussi important à parler, c'est qu'on a réduit, on suit aussi cet indicateur chez nous très, très fortement, de réduction des consommations d'énergie, parce qu'une matière première broyée est moins énergivore qu'une matière première extrudée. Et donc, on recycle des choses aujourd'hui qui étaient avant parties en incinération. Donc, voilà ce qu'il faut retenir de ce projet transformant qui nous a permis de vraiment délivrer des choses. Et c'est un exemple concret, je pense, qui nous a permis un exemple d'éco-conception et d'économie circulaire pour l'ensemble et qui nous donne d'autres idées pour la suite. Donc, on reviendra sûrement vers vous pour les plans hors Plast 3. On a quelques idées à vous soumettre et pour aller encore plus loin. Merci pour votre attention. Merci Lionel. Donc on reviendra aux questions après la dernière partie. Donc Laurent Poulain de l'ADEME va nous présenter les dispositifs concernant l'éco-conception. Laurent, si vous voulez bien vous présenter. Oui, bonjour à toutes et à tous. Donc je suis Laurent Poulain, coordinateur du pôle économie circulaire à l'ADEME, et je suis basé à Metz. Excusez-moi de vous couper, mais je crois qu'il y a un écho. Il y a toujours un écho là? Non, là moi j'en ai plus. Vous n'en avez plus, d'accord. Donc je recommence rapidement, excusez-moi. Donc Laurent Poulain, coordinateur du pôle économie circulaire à l'ADEME Grand Est. Je suis basé à Metz et je travaille plus spécifiquement sur la thématique de l'éco-conception sur le périmètre Grand Est. Voilà.
Donc, je vais avoir une tâche un peu compliquée de passer après toutes ces belles présentations. Je vais adapter un petit peu mon discours pour éviter de faire des redites. Donc l'éco-conception, donc on voit que c'est un sujet dont on entend parler de plus en plus, alors notamment avec l'arrivée de certaines réglementations, donc la LTECV comme déjà évoqué, les lois AGEC, les feuilles de route économie circulaire ou PAC économie circulaire européen. Donc à travers la réglementation, c'est un sujet qui devient de plus en plus prégnant, mais également à travers les normes type ISO 14001 qui dans sa version de 2015 préconise maintenant de plus en plus de prendre en compte le cycle de vie des produits. Voilà. Donc ces différentes réglementations en fait entraînent différentes créations d'outils type des filières REP. Donc ça fait déjà quelques années que ces filières existent. Donc REP, c'est responsabilité élargie des producteurs. Ce sont des filières qui ont pour but de structurer les filières déchets en essayant le plus possible de travailler en amont sur la conception des produits de manière à ce que ceux-ci soient le plus facilement recyclables en fin de vie. Donc la loi AGEC introduit de nouvelles filières REP, type les emballages professionnels, par exemple, les matériaux de construction du secteur du bâtiment. Voilà. Il y a également un ensemble de notions qui sont apportées par ces nouvelles lois, un renforcement de l'obligation RSE et également l'éco-modulation des prix en fonction de la performance environnementale des produits. Donc voilà, donc on voit que dans ce contexte, il y a de plus en plus une prise en compte de la performance environnementale des produits, et il y a une demande aussi croissante d'information de la part des consommateurs et des acheteurs professionnels. Et donc, de plus en plus d'entreprises s'engagent dans une dynamique d'amélioration de la performance environnementale de leurs produits. Alors, l'éco-conception, Kesako, l'éco-conception, ça permet à une entreprise de s'engager dans une démarche de progrès et d'amélioration continue. Pour ce faire, il faut qu'elle identifie où les impacts sont le plus forts de ses produits et où elle aura la capacité d'agir. Donc, l'éco-conception s'appuie sur un outil qui s'appelle l'ACV, l'analyse de cycle de vie, qui permet d'identifier sur toutes les phases de cycle de vie d'un produit, donc que ça soit de l'extraction des matières premières, à la fabrication du produit, à son transport, à sa distribution, à son utilisation, donc à sa phase d'usage et jusqu'à sa fin de vie. Ça permet de regarder tous les impacts qui peuvent être associés à ces étapes, notamment, alors ce ne sont pas que des critères en lien avec les émissions de CO2, mais ce sont aussi des critères qui peuvent être en lien avec la pollution de l'eau, de l'air, des sols, la déplétion des ressources. Donc voilà un ensemble de critères. Et donc ça permet de faire une photo du produit sur toute son étape du cycle de vie et de regarder où sont les impacts prioritaires et ensuite de faire des choix pour essayer d'améliorer la performance environnementale du produit. Donc bien sûr, tout ça se fait dans le cadre d'un compromis permanent entre les contraintes techniques, les contraintes du marché et notamment financières, et également les résultats escomptés au niveau environnemental. Donc ce qu'on voit beaucoup dans le domaine de la plasturgie, c'est que la fin de vie est quand même une étape qui est à bien considérer. La slide d'après, s'il vous plaît. Voilà. Donc rapidement, effectivement, il y a un ensemble d'étapes qui sont nécessaires pour rendre un produit plastique en fin de vie valorisable, que ce soit au niveau matière ou énergie. Donc on voit il y a différentes étapes, que ce soit la dépollution, bon je ne vais pas rentrer dans le détail, que ce soit au niveau de la dépollution, des assemblages des pièces, du broyage de celles-ci et ensuite du tri. Il y a un ensemble de facteurs qui peuvent compromettre justement ce tri ou le recyclage. Ça peut être des mélanges de matériaux qui ne sont pas compatibles et qui font que ils sont difficilement séparables en fin de vie après broyage. Ça concerne aussi la présence de charges, d'additifs, d'éléments qui peuvent être associés, des encres, des colles, et également de la densité des plastiques utilisés. Donc l'éco-conception, ça permet de se questionner sur les choix qui ont été réalisés jusqu'à maintenant sur ces produits, sur la fabrication de ces produits, et de voir s'il n'y a pas des choses qui peuvent être mises en cause pour les améliorer, et notamment améliorer la fin de vie, le traitement fin de vie. Donc, alors, comment en Grand Est, donc il y a un ensemble de partenariats qui permettent de fournir des accompagnements divers. Donc, le premier, c'est un partenariat ADEME Région Climaction,
ADEME Région CCI, donc dans le cadre duquel la CCI a créé a développé le programme Noé. Donc le programme Noé, c'est un ensemble d'accompagnement à destination des entreprises pour les aider à se sensibiliser sur le sujet de l'éco-conception à travers des webinaires de découverte, des diagnostics en ligne. Ça permet aussi aux entreprises de pouvoir se questionner un petit peu plus en participant à des ateliers d'initiation, à des serious games, de commencer à envisager leurs produits. Ensuite, il peut y avoir une phase de montée en compétences, donc un accompagnement des chargés de mission CCI sur des conseils économie circulaire ou éco-conception qui vont aider, orienter l'entreprise pour commencer à structurer son projet. Et donc, ça peut aller jusqu'à la concrétisation des projets, donc l'accompagnement des chargés de mission CCI sur l'aide à la sélection de consultants, par exemple, ou pour trouver des financements. Donc ça, vous pouvez retrouver le lien du programme Noé de la CCI au lien indiqué sur le slide présenté. Et puis, il y a évidemment, dans le cadre de Climaction, mais aussi à travers le plan de relance, possibilité de financer vos projets. Voilà. Donc, le slide suivant. Donc, les différents types de financement. Donc, on a des financements qui peuvent intervenir au stade de la R&D, qui permet donc c'est à travers l'appel à projet Perfecto. Donc, à savoir que c'est un appel à projet qui est récurrent, donc qui ressort tous les ans. Donc, cette année, il a été ouvert en février, il va se clore en avril, mais ça peut vous laisser le temps de travailler sur des projets de R&D, de le structurer pour pouvoir le présenter à une future session éventuellement. Donc, l'appel à projet Perfecto permet donc pour toutes les entreprises d'évaluer les impacts de leurs produits, services, procédés qui sont à l'étape de R&D et de rechercher des pistes de conception pour diminuer l'impact de ces produits. Et donc là, il y a un accompagnement qui correspond à un forfait de 50 000 € au maximum qui peut être apporté pour cette étude de faisabilité. Et puis, il y a un autre axe qui est la mise en œuvre des pistes d'éco-conception, donc qui auraient été retenues. Donc là, c'est un financement qui est accessible uniquement pour les PME avec des taux d'aide variant de 35 à 70% en fonction du type de dépenses qui peuvent être comprises, enfin, qui correspondent au projet. Voilà. Donc, un appel à projet national, vous avez différents liens pour en prendre connaissance et n'hésitez pas à vous rapprocher du pôle éco-conception qui travaille étroitement avec l'ADEME et qui est là aussi pour renseigner les entreprises. Le dispositif d'après a été lancé dans le cadre du plan de relance, donc il a déjà été évoqué tout à l'heure. Donc c'est le dispositif tremplin à destination des TPE-PME uniquement, qui correspond à une liste de projets, d'actions qui sont déjà préétablis et où les entreprises viennent choisir les actions sur lesquelles elles souhaitent se faire financer. Donc c'est un dispositif qui est simple et rapide et qu'il ne faut pas hésiter à mobiliser. Donc dans le cadre de l'éco-conception, on retrouve quelques lignes qui peuvent être accompagnées, notamment concernant des prix diagnostiques éco-conception. Donc ça permet à l'entreprise de commencer à se sensibiliser grâce à l'intervention d'un bureau d'études extérieur et puis éventuellement de faire monter en compétence quelques collaborateurs. Donc voilà, c'est sur la base d'un forfait de 5 000 €. Et il peut y avoir aussi des accompagnements en lien avec, par exemple, l'affichage environnemental, donc la mise en œuvre de l'affichage sur des produits de l'entreprise, avec un forfait de 8 KE et ensuite possibilité de faire vérifier par une tierce personne l'affichage apposé sur les produits à hauteur de 100 € par référence. Donc comme vous voyez, là, c'est vraiment une action et un financement associé qui est déjà défini. Donc ça, c'était le dispositif tremplin. Ensuite, on arrive dans le cadre des aides, on va dire, habituelles que l'on peut fournir en région à travers le partenariat Climaction, donc ADEME Région. Ce sont des aides qui peuvent concerner, donc comme on l'a vu tout à l'heure, ce qu'on appelle le diagnostic. Donc c'est la réalisation d'une analyse de cycle de vie et ensuite l'établissement d'une liste de pistes d'action. Donc ça peut être financé pour les PME et les grandes entreprises. Bon, tout ce qui est dit, en fait, c'est pour tout type d'entreprise. Donc, ce sont des forfaits de dépenses, peuvent être pris en compte des forfaits de dépenses internes à hauteur de 10 KE maximum, des subventions sur les prestations externes, donc sur un consultant qui viendrait accompagner, donc de 50 à 70% en fonction de la taille des entreprises. Donc, on est sur des aides maximum, donc là, concernant juste le prédiagnostic de 25
jusqu'à 35 kg € en fonction de la taille de l'entreprise. Ensuite, il y a la phase de mise en œuvre. Une fois que cet ACV et ce plan d'action a été mis en place, ces pistes d'action, la mise en œuvre peut également être accompagnée, donc également sur le même type de poste, que ce soit sur une prestation externe ou sur du temps interne, et également des investissements dans certains cas, donc là, savoir au cas par cas, peuvent être pris en compte. Donc, c'est tous les investissements directs qui permettent de mettre en place les pistes d'action qui auraient été choisies. Pardon. Voilà. Donc, juste à noter concernant Orplast, les bénéficiaires, les lauréats qui vont être retenus seront accompagnés à l'éco-conception par un bureau d'études externe. Donc ça, c'est un accompagnement qui sera gratuit et fourni par l'ADEME. Et donc, ça permettra aux entreprises de pouvoir évaluer la performance environnementale de l'intégration de MPR dans leurs produits, mais également de challenger certains choix d'apprévisionnement et d'ouvrir la réflexion sur des pistes d'éco-conception complémentaires. Voilà, donc je ne vais pas m'étendre plus dessus. Et puis, comme déjà évoqué en introduction par Christophe Reif, donc l'ADEME a un produit qui est opéré par la BPI qui s'appelle le Prévert et qui permet à des entreprises, alors donc des PME pardon, qui ont bénéficié d'un diag-égo-flux ou d'un diagnostic financé par Climaction, donc ADEME ou région, de pouvoir bénéficier d'un prêt à taux préférentiel et garanti, donc aidé par l'ADEME et qui permet de mettre en œuvre les pistes d'action qui auraient été soulevées lors de ces différents diagnostics. Et donc la diapositive d'après. Donc, et concernant les PME et ETI, donc ce Prévert peut aussi être activé, mais là il faut que les entreprises puissent montrer, chiffrer leur empreinte environnementale et qu'elles se lancent dans un programme de transition écologique et énergétique sur différents types d'investissements qui sont l'optimisation de procédés, améliorer la performance, favoriser la mobilité zéro carbone, innover sur des nouveaux produits, services qui permettent des économies de ressources et favoriser l'intégration d'ENR. Donc voilà, donc là il y a également possibilité de profiter d'un Prévert. Donc là, je vous laisse regarder les modalités et puis vous adresser directement à la BPI si vous êtes intéressé. Donc pour finir, comme vous avez pu le voir, donc au niveau du Grand Est, il y a une structuration, un accompagnement possible pour structurer les projets d'un point de vue technique. Donc là, nous travaillons avec la CCI Grand Est, Louis Fier, Christelle Richy et Ronan Sébilo, qui peuvent vous accompagner sur ces projets-là. Et puis au niveau du financement, n'hésitez pas à vous adresser à Pascal Després de la région Grand Est ou à moi-même de l'ADEME pour étudier toutes les possibilités de financement, en sachant que ce soit à travers la R&D, le dispositif TPE-PME ou les aides Climaction, quasiment l'intégralité de vos projets en lien avec de l'éco-conception peuvent être aidés. Donc n'hésitez pas à vous renseigner et à vous rapprocher de nous. Je vous remercie. Merci Laurent. Alors, je vous propose de passer donc à la dernière séquence de réponses aux questions. Audrey? Oui, alors, on a deux questions. Donc, une première question pour Monsieur Mathieu. On vous demande quel outil de bilan carbone avez-vous utilisé pour évaluer le gain en CO2 avec votre nouveau container? C'est une très bonne question. En fait, c'est toujours une question qui revient et on n'est pas encore non plus donc, on a utilisé des consultants externes, que ce soit EcoAct, par exemple, quand on a fait certains appels d'offres pour la ville de Paris. On commence à travailler avec Carbone 4 aussi. Donc, aujourd'hui, ça sur ce projet-là, c'était l'Allemagne, puisqu'on a l'usine de Langres, et donc en France, on a une usine un peu jumelle, pas exactement la même, sur l'Allemagne, qui avait mené ça donc avec des consultants externes, donc pour recalculer sur l'ensemble de la chaîne les gains, avec le transport, les matières, etc. Donc aujourd'hui, l'idée et l'objectif 2021, c'est qu'on se dote nous-mêmes de notre outil de mesure pour aller plus loin et d'être nous-mêmes on va dire acteurs et qu'on puisse l'incorporer dès le début. Donc on va plus loin dans la chaîne d'éco-conception. Là aujourd'hui, on le fait constater, on a des idées, on a des mesures au fur et à mesure, donc on suit la partie énergétique, combien de kilowattheures par kilogramme de matière est-ce qu'on utilise, donc tout ça on le mesure, et puis on a été passé par les consultants, et comme vous le savez, pour ne pas faire de mauvais jeu de mots, c'est une usine à gaz, aujourd'hui il y a plein de méthodes différentes, donc on est en train de chercher laquelle correspond au mieux à celui-là aujourd'hui, donc on est encore par les consultants externes en spot par moment sur des produits spécifiques, et l'idée c'est de se doter nous-mêmes et d'avoir cette mesure.
Merci. Alors, nous avons une autre question plutôt à destination de l'ADEME. Les limites de montant je relis exactement, excusez-moi. Les limites de montant sont-elles annuelles? Sinon, savez-vous quelle est la durée pendant laquelle ne pas excéder les 800 K €? Bonne question. Donc, alors, il y a les minimis. Donc là, on parle des aides habituelles que vous devez connaître. Donc, on est sur des taux de 200 000 €. C'est sur 3 années glissantes. Et là, concernant les aides spéciales Covid, on est plutôt sur la durée du dispositif. Donc, pour l'instant, on parle de dispositifs qui sont ouverts jusqu'à juin, qui pourraient être prolongés jusqu'à décembre. Donc, c'est sur, grosso modo, c'est par SIRET. Vous ne pouvez pas bénéficier de plus de 800 000 € d'accompagnement sur le Covid, en espérant que ça ne sera pas prolongé plusieurs années. Merci. Alors, on a encore 2 questions qui sont plutôt générales et à destination de tous nos exposants. Comment fait-on finalement pour valoriser tout ce travail auprès du grand public? Et existe-t-il des labels ou autres qui permettent de promouvoir les produits fabriqués à partir de matières plastiques recyclées? Alors, je vais me permettre donc Laurent Poulain, je vais me permettre un premier début de réponse. Donc, effectivement, il existe maintenant des dispositifs, mais qui sont plutôt volontaires, qui concernent l'affichage environnemental, donc comme déjà évoqué un petit peu tout à l'heure. Après, ça va dépendre des produits sur lesquels vous travaillez, parce que tous les produits ne bénéficient pas pour le moment d'un référentiel technique qui permet de mettre en place cet affichage environnemental. Mais par contre, il est tout à fait possible, si vous êtes intéressé de le développer, de travailler dessus. Donc ça, c'est l'affichage environnemental. Au niveau des écolabels européens, je ne connais pas pour l'instant d'écolabels spécifiques. Et puis après, il peut y avoir des dispositifs, on va dire, professionnels, en lien avec les syndicats professionnels, les interprofessions, qui peuvent être aussi un moyen de reconnaissance entre pairs. Merci. Merci pour cette réponse. Effectivement, je pense qu'on est tout à fait là-dessus quand on parle du label MORE et quand on parle aussi de l'ensemble des dispositifs qui vous ont été présentés. Après, je voyais aussi un peu dans l'idée de comment on fait évoluer un peu les mentalités. Je ne sais pas si vous avez vu, mais on a lancé Polivia là depuis cette semaine, en fait, tout un tas d'éléments, de communication que vous retrouvez facilement sur LinkedIn autour de la question du recyclage, pour justement aussi faire connaître auprès du plus grand public le fait que les plastiques se recyclent et qu'il y a aussi beaucoup d'actions qui sont menées parce que souvent elles sont vraiment méconnues, ce qui n'est pas très bon pour la vision que retient de manière plus globale le grand public. Après, il y a aussi tout un tas d'éléments et de travaux qui sont collectifs. Alors peut-être que Gaëlle pourrait répondre, mais notamment dans les travaux qui sont menés sur le groupe de travail sur le territoire. Je pense qu'ils permettent aussi de mutualiser les travaux collectifs pour aussi faire connaître un certain nombre d'éléments et puis peut-être se rapprocher des donneurs d'ordre et puis peut-être toucher d'autres personnes, y compris ceux qui vous sous-traitent un certain nombre d'activités. Oui, évidemment, c'est un axe, la communication qu'on souhaite développer dans le cadre du groupe de travail. L'événement d'aujourd'hui, c'est peut-être un peu la première pierre de la communication. Donc, on commence déjà à communiquer et c'est quelque chose qu'on continuera, je l'espère, par la suite. Merci. On a fait le tour des questions. Très bien, merci. Donc, il me reste, alors avant de passer la parole à David Antoine, moi, il me reste à vous remercier. C'est vrai que vous étiez très nombreux aujourd'hui, donc on voit bien qu'il y a beaucoup d'intérêt. Et puis, juste vous dire qu'on se tient à votre disposition, mais je suis sûre que notre administrateur David Antoine reviendra aussi sur le fait qu'on est tous à votre dispo. Donc, David, je t'invite à te présenter, si tu veux bien. Voilà. Oui, donc je vais avoir l'honneur de conclure. Donc bonjour à tous, je suis David Antoine, donc gérant de VIP Industrie, donc une société qui est basée dans les Vosges. Nous sommes transformateurs de matières plastiques dans les domaines de l'automobile, de l'électricité, du bâtiment ainsi que du médical.
Et donc, je suis membre du comité régional Grand Est Polivia depuis de nombreuses années. Et à ce titre, donc, je tiens à exprimer que pour Polivia et pour les industriels donc, qui la composent, l'économie circulaire est un sujet central et d'importance. Nous avons missionné IPC, notre centre technique industriel, sur ce sujet afin d'aider les entreprises à intégrer toujours plus de matières recyclées. Il est intéressant pour Polivia de travailler avec la région Grand Est et l'ADEME pour faciliter l'accès aux matières premières sur notre territoire. Et nous sommes vraiment ravis d'être dans ce groupe de travail qui vous a été présenté aujourd'hui. Nous espérons que cette rencontre a pu vous apporter des informations utiles et vous éclairer sur les différents sujets évoqués et surtout vous aider par rapport à différents modes de financement et d'accompagnement. L'important, c'est de rappeler que l'équipe Polivia se tient à votre disposition et comme vous pouvez également solliciter les intervenants dans la région ainsi que l'ADEME. Voilà donc un grand merci à tous les intervenants pour leur témoignage, un grand merci à vous tous pour votre participation et un grand merci également à Aurélia, Audrey et Marie qui œuvrent chaque jour pour Polivia Grand Est. Donc au nom de Polivia, nous vous souhaitons une bonne journée et au plaisir de vous revoir bientôt. Merci à tous. Merci beaucoup. Merci. Très bonne journée à tous. Merci, au revoir. Merci, au revoir. Merci, au revoir. Au revoir.